Afrique des libertés, une fois de plus, bonsoir. Nous commençons notre programme par l'examen de la situation politique au Cameroun. Une fois de plus, le peuple camerounais se laisse envahir les oreilles ces dernières heures par toutes sortes de rumeurs. Oh, tantôt Paul Biya est mort, tantôt Paul Biya est dans le coma, tantôt Paul Biya est en train de travailler en télétravail depuis Genève, tantôt Paul Biya est au ciel, tantôt Paul Biya est à terre, tantôt Paul Biya est dans l'eau, tantôt Paul Biya est dans la mer. Je voudrais intervenir sur ce premier sujet en disant que l'individu Paul Biya n'intéresse plus toute Camerounaise, tout Camerounais normal. Toute Camerounaise, tout Camerounais normal ne s'intéresse plus depuis très longtemps à l'individu Paul Biya. Car nous avons bien compris que ce dont il est question pour le Cameroun, c'est un changement de système politique. La rupture avec l'État néocolonial, l'État issu de la cuisse coloniale camerounais actuel. C'est la rupture avec cet État-là qui est le problème national camerounais. J'interviens sur la question de mon pays natal. L'un des pays qui incarne la diversité africaine au plus haut point, qu'on a appelé l'Afrique en miniature, et que les vantards appellent le continent. Moi, je ne fais pas partie des vantards. Ce pays est au plus bas de son niveau potentiel réel. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par une élite politique qui a été imposée à la tête du peuple camerounais par le colonialisme et le néocolonialisme français. Ça, c'est le b.a.-ba de la connaissance de la politique camerounaise. Dans les années 40, a émergé au cœur du Cameroun un mouvement qui s'appelait l'Union des populations du Cameroun. Ce mouvement revendiquait l'indépendance totale du Cameroun, c'est-à-dire la souveraineté du Cameroun sur l'armée, la souveraineté du Cameroun sur la monnaie, la souveraineté du Cameroun sur le choix des dirigeants, donc les institutions, et la souveraineté du peuple camerounais sur les valeurs traditionnelles qui devaient se refléter dans l'État. Ce mouvement fut écrasé dans le sang par la puissance coloniale française. Et elle procéda pour cela à un génocide. La puissance coloniale française assassina, tour à tour, le 13 septembre 1958, le plus célèbre des dirigeants de la résistance anticoloniale camerounaise de tous les temps, Ruben Oumniobé, à Boumiébel. L'armée et l'État colonial français traquèrent en pleine Europe, le 3 novembre 1960, le successeur du secrétaire général de l'UPC, Ruben Oumniobé. Il s'appelait le docteur Félix Roland Moumié. De Gaulle et Foccart envoyèrent un espion dont on connaît le nom. Il s'appelait William Bechtel. Il travaillait pour le SDES, Service de documentation extérieure de la France. Cet individu pourchassa, traqua dans une brasserie hôtel de Genève le président Félix Roland Moumié. Utilisa une pseudo-journaliste déguisée en midinette pour le distraire et introduisit de la mort au rat, du thallium, dans son verre de Ricard. Il empoisonna au nom de l'État français, qui devra en rendre compte devant une justice camerounaise enfin libérée. Il empoisonna Félix Roland Moumié, qui mourut de souffrances atroces à Genève. Aujourd'hui, on sait qui a assassiné Moumié, on sait qui a assassiné Oumniobé. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, Pierre Mesmer, qui était à l'époque gouverneur colonial du Cameroun, a pleinement assumé. Il devait être par la suite Premier ministre français. Il a pleinement assumé ses responsabilités d'assassin de Ruben Oumniobé dans son pays, le Cameroun. Il l'a pleinement assumé. Et il dit, dans un documentaire connu, Mesmer dit, nous l'avons assassiné parce qu'il voulait l'indépendance totale du Cameroun. Et nous avions reçu des consignes fermes du général de Gaulle
et de son homme de confiance pour l'Afrique, Jacques Foccart, pour ne surtout pas accorder aux Africains une indépendance totale. Voilà pourquoi nous l'avons éliminé. Mesmer a été clair et très fier, ce criminel colonialiste, avant de mourir. Il n'a jamais fait preuve de repentir. Il est venu dans le pays de Oumniobé, il l'a tué parce que Oumniobé voulait que son pays soit au service de son peuple, que l'état de son pays soit au service de son peuple. Et Mesmer est mort en étant fier d'avoir tué Oumniobé. Quant à Félix Roland Moumié, ce sont les services suisses qui ont reconstitué les conditions, les circonstances de son assassinat, et plusieurs documentaires ont établi de manière formelle que son assassinat a été ordonné par les services français en bonne entente avec leurs alliés, c'est-à-dire les nègres de maison, les vassaux qu'ils avaient sélectionnés au sein du peuple camerounais, à la tête desquels un certain Amadou Baba Toura Ahidjo, dont la dépouille croupie et gît actuellement au Sénégal. Ils ont assassiné Félix Roland Moumié. Et cela a été assumé. L'État belge a fait l'enquête et a établi que ce sont les services de renseignement français qui ont assassiné Moumié. Et il n'y a jamais eu personne qui se soit levé au nom de la France pour dire « c'est pas nous ». Et quand il y aura une justice indépendante au Cameroun, un procès sera tenu pour condamner ceux qui ont assassiné Moumié. C'est un devoir. Si on veut que le peuple camerounais guérisse de sa folie actuelle, qu'il guérisse de son cafouillage actuel, qu'il guérisse de sa léthargie actuelle, il faut qu'on juge, il faut qu'on condamne les abominations qui ont été commises dans ce pays, afin que sa colonne vertébrale spirituelle se redresse. Non content d'assassiner Oumniobé, d'assassiner Moumié, ils ont continué. En 1966, cette fois-ci, l'armée supplétive coloniale d'Ahidjo assassine le docteur Castor Osende Afana. Et en 1971, le 15 janvier à Bafoussam, un assassinat macabre déguisé en exécution pseudo-judiciaire est administré contre le leader, le professeur Ernest Wandier, avec la bénédiction de Senghor, avec la bénédiction de tout le système mafieux de la France-Afrique, la bénédiction de Pompidou et consorts. Donc il faut que vous sachiez très clairement que le régime dont Paul Biya se targue d'être le président est une fabrication, c'est une créature du colonialisme français, ce n'est rien d'autre que cela. L'histoire de M. Biya dans l'État du Cameroun commence par la recommandation qui est faite de l'intégrer auprès d'Ahidjo par celui qui était son parrain parmi les colons français du Cameroun. Et le parrain de Paul Biya s'appelait le docteur Louis-Paul Ojoula. On les appelait les grands Camerounais. C'était les blancs colons du Cameroun, qui étaient les députés du Cameroun, à la place du peuple camerounais. Il faut savoir que partout en Afrique, des hommes blancs venus de France étaient les députés des majorités noires. Alors qu'ils étaient minoritaires dans les colonies, c'était eux les représentants. Donc, ce Louis-Paul Ojoula, connu pour sa passion particulière des jeunes Camerounais, de sexe masculin, est celui qui a recommandé Paul Biya et qui l'a intégré dans l'administration du nouveau gouvernement néocolonial du Cameroun. Ce qui lui a permis, après ses études en France, dans la fameuse école de formation des administrateurs coloniaux qui s'appelait l'école des hautes études d'outre-mer, par laquelle il est passé comme les Abdou Diouf et consorts, on l'intègre dès 1961 aux côtés d'Ahidjo pour appliquer la dictée française à la tête du Cameroun. Voilà la vérité. Il y a des gens au Cameroun qui s'asseyent là, ils essayent de vous fabriquer un Paul Biya panafricaniste, un Paul Biya anticolonialiste, un Paul Biya... Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. C'est un pur produit du colonialisme le plus abject. Et dans les années 87, par là, interrogé par la télévision camerounaise, il eut le courage de dire qu'il était le meilleur élève de la France. C'était sa référence pendant très longtemps. Il était content de dire qu'il était le meilleur élève des dirigeants français. C'est-à-dire que ce que les dirigeants français, depuis De Gaulle, avaient fait aux Africains, lui, il comptait le faire encore mieux aux Camerounais. Je rappelle que le colon français accompagne le nouveau pouvoir issu de sa cuisse
conseillé par ses militaires, encadré par ses conseillers techniques, pour éliminer plus d'1 million de Camerounais, notamment dans les pays Bamileke et Bassa, entre 1955 et 1971 notamment. Il y a des livres qui en témoignent, et l'un de ceux qui le documentent le mieux, c'est un livre collectif intitulé « Cameroun, la guerre cachée » de la France. La guerre cachée de la France. C'est un livre qui a été publié aux éditions La Découverte. L'avantage de ce livre, c'est qu'il est documenté. Il prouve que l'armée française, aux côtés de ses supplétifs africains, a perpétré un génocide au Cameroun. Et qu'ont été utilisées contre le peuple camerounais des armes de destruction massive, les armes chimiques. Comme par exemple les bombardements au napalm. Les armes de destruction massive n'ont pas commencé à être utilisées à Halabja contre les Palestiniens. En Afrique, le peuple camerounais est l'un de ceux qui ont subi les bombardements chimiques. Et ils étaient perpétrés par l'armée française, sous la responsabilité de De Gaulle. Et voilà une affaire qui doit être jugée. Ces gens-là qui se précipitent pour des motifs farfelus, à traîner les Africains de France comme moi, qui revendiquent la vérité et justice de l'histoire devant les tribunaux, ils ne se rendent pas compte que des procès immenses, des procès apocalyptiques attendent l'État français en Afrique. Parce qu'il faut que la vérité soit dite. Les peuples africains ne seront pas guéris si la vérité n'est pas dite à propos de ce qui leur a été fait. Si la justice n'est pas dite à propos de ce qui leur a été fait. Si repentance et réparation ne sont pas faites et dites à propos de ce qui a été fait au peuple camerounais, aux peuples africains en général, ils ne guériront pas, ils ne se relèveront pas. Aucun peuple africain ne pourra se relever s'il n'est pas capable de regarder son histoire en face et de dire « Ceci fut, nous ne voulons plus jamais que cela soit. Nous le condamnons et nous exigeons que ceux qui l'ont fait réparent ou qu'ils dégagent. » Aucun peuple qui n'a pas pris les décisions claires que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de prendre ne peut se redresser en Afrique. Il n'y a pas de demi-solution. Il n'y a pas de broderie dans cette affaire. Soit tu es un peuple d'hommes, et à ce moment, tu as besoin de vérité et de justice pour que ta vie humaine se justifie. Soit tu n'es pas un peuple d'hommes, tu es un peuple de sous-hommes. Et alors, tu vis de vérité, tu vis de mensonges et d'injustice. Tu vis d'approximations coupables et criminelles contre toi-même. Et alors là, tu évolues en folie dans le siècle. Il faut que vous le sachiez. Au moment où on veut amener les Camerounais dans un faux débat, Paul Biya est-il mort? Paul Biya est-il vivant? Paul Biya est-il dans le coma? C'est un faux débat, on s'en fout. On devrait s'en foutre. Un peuple ne dépend pas d'un individu. Moi qui vous parle, je ne suis pas indispensable. Personne n'est indispensable sur cette terre. Un peuple dépend des principes qui lui permettent de s'auto-réguler. La différence entre les hommes et les bêtes, c'est que les hommes s'efforcent de vivre conformément à des lois qu'ils estiment justes. Et c'est cela qui nous sépare du monde animal. Un peuple doit se demander, est-ce que l'intérêt général, est-ce que le bien commun de notre communauté historique, est-ce qu'ils sont préservés? Voilà la question que se pose un peuple. Un peuple n'est pas là à chercher à savoir si un vieillard de 91 ans est mort ou s'il est vivant. On amène les Camerounais dans un faux débat. La mort ou la vie de Paul Biya n'est pas le sujet. Un Camerounais averti doit s'en foutre de ce sujet. La vraie question c'est, quand est-ce que le peuple camerounais récupère sa souveraineté? C'est-à-dire, le contrôle de ses forces armées. Quand est-ce qu'il récupère sa souveraineté? C'est-à-dire le contrôle souverain de son système économique. Quand est-ce que le peuple camerounais récupère sa souveraineté? C'est-à-dire la liberté de choisir ses propres dirigeants. Quand est-ce que le peuple camerounais récupère sa propre souveraineté? C'est-à-dire la liberté de s'inspirer de sa propre tradition pour concevoir ses institutions. Voilà le quadruple programme que l'Institut de l'Afrique des Libertés et que l'Université libre de l'Afrique des Libertés, à laquelle je vous demande de me donner 1 million d'abonnés, travaille. Donc j'interviens sur ce sujet déjà pour dire aux Camerounais, tous ceux qui sont dans les débats sur les réseaux sociaux, il est mort. Non, il n'est pas mort. On m'a dit qu'il est vivant. Ah non, il est dans le coma. Vous êtes à côté.
La grande question c'est, que Biya soit mort, vivant, comateux, rampant ou volant, sommes-nous, en tant que peuple camerounais, sommes-nous détenteurs de notre souveraineté? Sommes-nous libres? Il faut se focaliser dessus. Ce sont les opérations de récupération de la souveraineté. Ce sont les opérations de récupération de la suprématie du peuple camerounais sur les affaires économiques du Cameroun. Ce sont les opérations de récupération des institutions camerounaises par le peuple souverain. Ce sont les opérations de récupération de la civilisation négro-africaine du Cameroun sur l'inspiration des institutions camerounaises. C'est cela qui doit préoccuper une Camerounaise ou un Camerounais réellement éveillé. Tous les autres, ce sont des Mboutoukou. On appelle ça au Cameroun un Mboutoukou, un Kengematoy, un dormeur du premier banc, un Mougou. Seuls des Mougou, des Mboutoukou, des Kengematoy passent leur temps sur les réseaux sociaux à discuter de l'apparition, de la disparition, de la vie ou de la mort de Paul Biya. La vie ou la mort de Paul Biya sont des épiphénomènes. Pourquoi? Parce que lui, il est immortel. Et nous nous efforçons de bâtir un peuple immortel. Nous, en tant qu'individus, on est des mortels. La question de savoir si un individu mortel est vivant ou pas vivant, c'est une question secondaire par rapport à la question de la communauté, à la question du pays. L'individu passe, le pays doit rester. Or, dans mon pays natal, le Cameroun, on se comporte comme si le pays doit disparaître parce que l'individu va disparaître. Mais l'individu va disparaître. Que Paul Biya soit mort ou pas mort, il va mourir. Moi qui vous parle, que je sois mort ou pas mort, je vais mourir. Comme la disait la comtesse Anna de Noailles. Je suis morte déjà puisque je vais mourir. Toi qui respires à l'instant présent, tu es un futur cadavre. Donc, si on prend tout un pays pour l'amener à réfléchir, pour savoir si tu es vivant ou mort, c'est qu'on est en train de distraire ce pays. Pendant ce temps, ce pays se fait voler l'essentiel. Sa souveraineté. Ojoa, wa Woronga, ni Norme Longueur, wa Sengi Boam, Iamewa, Nyambu Mame. Donc les Camerounais sont déjà partis sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses hypothèses. Bon, il y a une chaîne qui a dit que Paul Biya est mort, mais il y aura forcément une chaîne qui va dire que Paul Biya est mort. Et puis, il y a deux types de Camerounais qui participent à cette diversion. Ceux qui ne veulent pas affronter la question centrale, celle de la souveraineté, par lâcheté, parce qu'ils ont peur. C'est normal. Le régime est très violent. Et d'autres ont peur parce qu'ils vivent de la corruption du régime. Donc, ils ne veulent même pas que ça change. Ils ont peur que ça change. Parce que si ça change, ils ne pourront plus voler à la douane. Si ça change, ils ne pourront plus voler dans l'administration là-bas. Si ça change, ils ne pourront plus récupérer les jetons à gauche et à droite, derrière les ministères, derrière les budgets. Si ça change, ils ne vont plus ramasser les 4-9, les marchés 4-9 là, qui ne sont pas contrôlés par l'inspection de la corruption. Donc il y a des gens qui ont peur uniquement parce que, en fait, ils vivent du malheur du Cameroun. D'accord? Et puis, à l'intérieur du régime, j'ai observé ces derniers temps les sorties de Grégoire Ouona. Grégoire Ouona sort et se met à menacer tout le monde. Oh, on va aller tuer tous ceux qui osent dire que Paul Biya est mort, Paul Biya est mourant. On va sortir du Cameroun pour les chercher, pour les tuer. Parce qu'il y a des limites au respect de la vie humaine. Grégoire Ouona. S'il y a un Camerounais qui a du mépris pour la vie humaine, mais c'est Paul Biya et vous, ces créatures. Quels sont les crimes que Paul Biya n'a pas perpétrés? Avez-vous seulement eu le courage de juger la mort du journaliste Junior Zogo, qui a été assassiné par les renseignements généraux camerounais? Est-ce que vous avez même le courage de condamner ceux qui ont vraiment tué Zogo à Yaoundé, en plein jour? Voilà quelqu'un qui sort, on ne sait pas de quelle éructation, de quel délirium tremens, ce Grégoire Ouona sort pour menacer les Camerounais. Ah, maintenant, on va prendre des dispositions. Tous ceux qui sont en train de parler, tout ça, c'est parce que on lui a peut-être donné le renseignement que le vieux s'est réveillé. Et comme il veut être ministre jusqu'à sa mort, il veut manger jusqu'à sa mort, il lui faut faire une déclaration extrémiste pour dire au vieux que « Oh, je ne fais pas partie de ceux qui ont douté que tu es éternel. » Un autre personnage est sorti entre-temps pour se fendre d'un communiqué. C'est le fameux Jacques Famendongo, alias la créature. Voilà des gens qui pensent qu'ils effraient encore les Camerounais. Même au Cameroun, ils n'effraient personne. Parce qu'on sait que ce sont des gens qui n'ont le courage que derrière le pistolet.
qui est tenu par les gardes de corps qu'ils ont autour d'eux. Quand ces gardes de corps vont disparaître autour d'eux, ils vont tous fuir le Cameroun. Ce sont des lâches. Ce sont des gens qui... Grégoire ou Nafame Ndongo ne peuvent pas se mettre devant un Camerounais. Ils ont constamment besoin d'être cachés derrière des fusils pour parler aux Camerounais. Paix à son âme, mon professeur, mon nom Diana, parce qu'il a été mon professeur, même si je n'ai rien appris de lui. Quand il est venu à la fac à Yaoundé et qu'il a fait entrer des militaires, des gendarmes dans le campus pour persécuter les étudiants qui étaient opposés à la dictature de Paul Biya, je me souviens de lui avoir dit calmement, avec ma frêle longue taille de Longolongo camerounais, je lui ai dit, monsieur le professeur, qu'est-ce qui va se passer quand vous n'aurez pas derrière vous et à côté de vous des militaires pour effrayer les Camerounais? J'ai posé cette question à mon professeur d'alors, Mounon Diana. Qu'est-ce qui va se passer quand vous n'aurez pas de militaires, de gendarmes, de gens armés à côté de vous pour effrayer les gens? Parce que tout ce que vous dites là, ça effraie les gens parce que vous avez des gens à côté qui peuvent leur tirer dessus. Sinon, les gens ne prennent pas au sérieux ce que vous racontez. Votre fameux livre, L'idée sociale chez Paul Biya, ça ne tient la route nulle part dans un débat. Mais on a peur de vous parce que vous êtes armés. Qu'est-ce qui va se passer, professeur Mono, quand vous ne serez plus armé? Il m'a regardé. Il m'a regardé comme ça. Et il m'a dit, la main de l'État frappe lentement, elle se lève lentement et elle frappe lourdement. Ça, c'est une conversation de 1993 au département de philosophie en face de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il avait son bureau là, avec son petit paquet de cigarettes Delta. Il fumait en corrigeant ses copies. Quand je me suis arrêté pour le saluer et lui poser la question, professeur, en classe, vous nous menacez. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous n'aurez pas les gendarmes, les militaires, tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, je vous le dis, la main de l'État, elle se lève lentement et elle frappe lourdement. Mais quand elle frappe, ça fracasse. Quand il disait ça, on était en 93 par là. Il pensait qu'il allait un jour être nommé ministre. Il est mort sans être nommé ministre. Et à la fin de sa vie, il était amer. Et c'est lui qui a dit qu'au Cameroun, on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. Voilà ce qu'a dit Mounon Diana avant de mourir. Vous comprenez? Je l'ai revu en 2015, lors de l'une des rares occasions que M. Biya m'a donné de rentrer au Cameroun. Il m'a donné 2 occasions. Une première fois en 2000... Non, 3 occasions. 2006, 2015 et 2018 pour enterrer mon père. J'ai négocié. Hein? Et puis il a dit, il peut venir, je ne vais rien lui faire. Bon. En 2015, je vais à Yaoundé, invité par le CERDOTOLA pour donner une conférence. Et donc, je rencontre mon ancien professeur de l'université de Yaoundé, Mounon Diana. Et pendant la conférence, je ne sais pas si c'est le professeur Charles Binambikoy, je le salue, qui s'est arrangé. Il m'a fait asseoir à côté de Mounon Diana. Or, en 2010, une polémique terrible m'avait opposé au professeur Mounon Diana, au professeur Aïssi Lucien, à un certain Ndjomo Mollet, professeur de philosophie. On s'était bien étripé à propos de la question du tribalisme d'État sur les réseaux sociaux. Donc en 2015, j'arrive donner une conférence au CERDOTOLA. Voilà le professeur Mounon Diana qui est assis à ma droite. Bon. Ton prof est déjà vieillissant. Même s'il ne t'a rien enseigné, parce que franchement, je n'ai rien tiré de son enseignement. Mes maîtres favoris, c'était le professeur Joseph Ngwe, agrégé de philosophie, comme je le suis devenu après lui, grâce à son inspiration. Fabien Boussi-Boulaga, voilà mes maîtres. Le grand tchadien Adoum Baïso, ce sont mes maîtres. Le professeur Jean-Marc Ella, en sociologie, ce sont mes maîtres. Le docteur en psychologie Samuel Samekole, que je salue, c'était mes maîtres. Voilà les maîtres que j'avais. Le professeur Meinrad Hebga, prêtre jésuite éclectique, extrêmement intéressant. Moi, je l'aimais beaucoup pour les anecdotes dans son cours. J'ai surtout retenu les anecdotes. Il était le roi des anecdotes. Vous passiez 1 heure avec le père Hebga en classe, à la fac, vous repartiez très heureux. Même si vous aviez écrit 2 ou 3 pages. Ce n'était pas son problème. Il était là pour nourrir le plaisir de la connaissance. Meinrad Hebga. Voilà mes maîtres, si je fais une liste rapide à Yaoundé. Donc, Mounon Diana était mon professeur parce qu'il avait le pouvoir d'enseigner.
quand moi, je n'avais pas pouvoir d'enseigner dans une université. Donc, c'était un maître, mais ce n'était pas mon maître. Moi, je n'ai rien retenu de lui. Bon, mais enfin, quand même. Là, on se retrouve à Yaoundé. Je vous raconte les histoires du Cameroun comme ça. Mais voici ici, voici le professeur Mounon Diana qui est assis à ma droite. On se regarde. Lui, il m'a reconnu, hein, parce que là, par les réseaux sociaux, on se connaissait déjà. Il me regarde. Je le regarde aussi. Une fois. Il arrange ses papiers. Moi aussi, j'arrange mes papiers. Parce que chacun de nous avait son tour de parole. Deuxième fois, il me surprend en train de le regarder. Il me regarde. Il dit, mais faisons donc la paix. Puisque le temps de la guerre est passé. Je lui dis, mais prof, je n'ai aucun scrupule à faire la paix. Même si je ne serai jamais d'accord avec vous. Je vous dois au moins le respect d'avoir tenu la craie quand moi j'étais assis dans les bancs. Donc, soyez sûr, je ne vais pas vous piétiner ici, d'autant plus que je pense que vos positions se sont davantage rapprochées des miennes que les miennes des vôtres, à propos du régime. Et le professeur Mounon Diana m'a regardé et m'a dit, je vais vous dire deux choses. Bon, premièrement, que je me suis efforcé de vivre du mieux que je pouvais vivre dans le contexte du Cameroun. Et vous qui êtes partis en exil un peu tôt, respectez-nous qui sommes quand même restés ici et qui avons réussi à écrire 2 ou 3 livres. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est oui, j'ai pu me tromper. Mais vous-même, vous verrez que dans l'analyse politique, dans l'engagement politique, il y a des erreurs. Et vous en commettrez. Et vous vous souviendrez de ce que je vous dis. C'est la deuxième chose que je vous dis. Bon, la troisième chose que je vous dis, c'est que moi, j'ai été l'un de vos profs, même si vous dites que je ne vous ai rien apporté. Mais je vous admire parce que vous avez le courage de votre vérité. Et c'est par là que je me sens assez proche de vous. Si je n'ai pas eu une grande carrière dans le régime RDPC, c'est parce que j'ai le courage de la vérité. Et vous avez ça. Ne perdez jamais ça. Voilà ma dernière conversation avec le professeur Hubert Mounon Diana. Je n'ai pas voulu entretenir la polémique avec lui. On a passé une après-midi cordiale. Il a exposé. Il a critiqué le système à sa façon. Toujours à leur manière. Il critique un peu, mais il ne touche pas le koukouma. Et on était à l'hôtel du Mont-Fébé. À l'hôtel du Mont-Fébé, pour ceux qui connaissent la géographie de Yaoundé, vous êtes à 2-3 km du palais présidentiel. Donc moi, j'ai donné une conférence qui portait sur la défétichisation de la tradition. Et pour expliquer que tant que, en Afrique, on ne retire pas la sacralité, l'absoluité, le culte qu'on réserve à des idoles, et notamment aux idoles politiques, comme celles qui tiennent mon pays natal, le Cameroun, nous ne serons pas collectivement libérés. J'ai dit ça là. Et Mono m'a salué pour dire que c'est très bien dit. Alors, pourquoi je vous rapporte toutes ces anecdotes? Mais pour vous dire qu'en fait, le problème du Cameroun, ce n'est plus la question de l'espérance de vie de Paul Biya. Toute Camerounaise, tous Camerounais normaux savent très bien que Paul Biya est un homme du passé et du passif. Aucune Camerounaise, aucun Camerounais qui réfléchisse peut imaginer que Paul Biya représente l'avenir du Cameroun. Mais comment un peuple peut se projeter sur quelqu'un qui n'a plus d'avenir? Quelle que soit la manière dont vous appréciez le phénomène Paul Biya, c'est un phénomène du passé. Tout ce qu'il a pu faire là, au Cameroun, il a déjà fait. Tout ce qu'il a pu faire de bien au Cameroun, il a déjà fait. Tout ce qu'il a pu faire de mal au Cameroun, il a déjà fait. Toute la vie de Paul Biya a basculé au passé. Il ne peut plus rien faire au Cameroun qu'il n'ait déjà tenté de faire. J'interviens ce soir pour dire aux Camerounais, mais écoutez, arrêtons ce débat. Constatons qu'en réalité, le Cameroun, depuis que Paul Biya, en raison de son âge avancé, a perdu l'aptitude quotidienne à exercer les fonctions symboliques de chef d'État de la République, le Cameroun est de facto dirigé par ses héritiers. Le Cameroun est dirigé par ses héritiers. J'ai dit plusieurs fois au Camerounais, le gré a eu lieu. Madame Biya, Ngongo, Ferdinand, certains généraux de l'armée, une partie du gouvernement, un certain nombre, Franck Biya et consorts, ils sont déjà en train d'exercer le pouvoir. Le coup d'État a déjà eu lieu. Rien que parce que vous voyez très bien que le Cameroun est dirigé par une chose qui s'appelle les instructions, les hautes instructions du chef de l'État. Le chef de l'État ne bénéficie plus d'une lucidité suffisante. Donc ces hautes instructions sont des interprétations des différents clans qui exercent le pouvoir en l'utilisant comme mascotte, comme cache-sexe. Voilà la réalité.
Les Camerounais disent qu'ils attendent sa mort. Mais en fait, politiquement, il est déjà mort. Puisque l'effectivité du pouvoir est exercée par ses héritiers. Et donc la question pour les Camerounais n'est plus la date de l'enterrement officiel de Paul Biya. C'est la question de la date de la mobilisation collective des Camerounais qui se pose. Quand est-ce qu'on sort au Cameroun? Quand est-ce que le peuple camerounais par millions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sort pour dire maintenant c'est terminé? C'est nous qui déterminons ce que doit faire l'armée, la gendarmerie et la police. C'est nous qui déterminons qui doit diriger le pays et personne d'autre. C'est nous qui déterminons les institutions. C'est nous qui cherchons dans nos propres traditions africaines du Cameroun les modèles dont nous devons nous inspirer pour bâtir nos institutions. C'est ça, c'est cette date-là qui doit intéresser les Camerounais. C'est cette date qui doit intéresser les Camerounais. Je viens ce soir rappeler à mon peuple ce que je dis depuis plusieurs années. On dit nul n'est prophète chez soi. Je l'ai vérifié 1000 fois chez les Camerounais. Ils viennent toujours après dire « Ah, le grand prof nous avait dit. » Mais vous êtes parti dans quoi là? Je vous vois, vous êtes sur Facebook, vous êtes parti. Il est mort, il est vivant. Certains sont partis sur TikTok. Il est mort, il est vivant. Il est dans le coma. J'ai un ami qui est militaire, il m'a dit qu'il est mort. Et puis quand tu as fini de dire ça, tu as fait quoi? Bon, alors, très bien. Concluons ce premier sujet. Le régime de Paul Biya est en train de se prolonger sous nos yeux. Parce que de facto, l'après-Biya est déjà à l'œuvre. Les clans du régime Biya contrôlent l'armée, la gendarmerie, la police, les corps spéciaux, les forces spéciales, comme la garde présidentielle, le BIR, le renseignement général, les renseignements généraux. Ils contrôlent ça. Donc, le peuple camerounais doit se poser la question de savoir comment reprendre ces choses-là en main. Deuxièmement, les héritiers de Paul Biya contrôlent l'essentiel des régies financières de l'État. C'est-à-dire que toutes les zones où est gardé l'argent public des Camerounais, les gens de Paul Biya sont assis dessus. Ils contrôlent les institutions régaliennes, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et ils contrôlent le pouvoir législatif. Ils sont assis dessus. La question, c'est comment on les enlève. Et c'est sur cette question qu'on doit se creuser la tête. C'est sur cette question qu'on doit se casser la tête. Ce n'est pas sur la question de la date de la mort qui va nécessairement arriver de Paul Biya comme la mienne arrivera nécessairement comme celle de tout un autre. Pourquoi un peuple tout entier peut s'accrocher à une histoire de « il va mourir, on attend qu'il meure ». On n'attend rien. Il n'y a rien à attendre. La liberté n'attend pas. La liberté n'attend pas. C'est une question de chaque instant. Tu dois être libre tout le temps. Tu dois être souverain tout le temps. Tu dois être digne tout le temps. Les Camerounais sont là. Hey, on attend le jour de la libération. Et puis, j'en vois, quand on va annoncer officiellement la mort de Paul Biya, je ne sais quand on va l'annoncer officiellement, j'en vois qu'ils vont sortir pour fêter. Vous fêtez quoi? Vous n'allez pas mourir? Est-ce que fêter la mort de quelqu'un a un sens pour un mortel? Mais ça aussi, moi, je ne serai pas de ceux qui vont fêter. Je ne fête pas la mort des gens. Je fête la renaissance spirituelle des âmes. On doit fêter la mort des grands types. On doit fêter la mort des héros. On doit fêter la mort de ceux qui nous aiment. On n'a pas à fêter la mort d'un voyou d'État, d'un criminel d'État, d'un assassin, d'un corrompu, d'un méchant. On n'a pas à fêter sa mort. Il meurt, il est mort. Comme on dit chez moi, Yaoundé, Moraou, Aou. Paul Biya fait partie des gens, Moraou, Aou. Et Yon Aou, Aou, c'est tout. Est-ce qu'il a eu pitié de quelqu'un au Cameroun? On n'a pas à fêter sa mort, on n'a pas à se réjouir de sa mort. Parce que se réjouir de sa mort, c'est participer à son idolâtrie de la mort, à son amour de la mort gratuite. C'est participer à la haine qu'il a voulu instiller dans notre peuple. On n'a même pas à fêter sa mort. Sa mort est un non-événement. C'est un non-événement. Parce qu'il n'a pas vécu pour nous servir. Il n'a pas vécu pour nous aider. Il a consacré toute sa vie à nous nuire, à nous soumettre, à nous traquer, à nous mépriser. Alors quand il meurt, on ne va quand même pas lui ressembler.
faire comme lui. Parce que lui, il était heureux quand nous souffrions. Il était heureux, il est très heureux d'écraser les Camerounais. Si nous, on est heureux qu'il tombe, mais en quoi sommes-nous différents de lui? Nous devons faire preuve de dépassement. On va pas tomber en compassion, en amour pour lui. Il ne faut pas non plus tomber dans l'hypocrisie. On ne peut pas aimer un bourreau du peuple. On ne va pas l'aimer, ce n'est pas possible. Politiquement, tu ne peux pas demander au peuple camerounais d'aimer quelqu'un qui a massacré plus de 10 000 anglophones depuis 2016. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a massacré plus de 2000 soldats issus du Nord pour s'assurer qu'il contrôle le pouvoir d'État entre 1984 et 1988. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a assassiné de manière ciblée plusieurs Camerounais. Tu ne peux pas demander aux gens de faire un dépassement religieux. Et puis le jour où on va venir dire « Ah, vraiment, c'est un grand Camerounais qui est parti ». Je ne dirais pas ça. C'est un non-événement pour moi. Parce qu'il n'a pas fait preuve de compassion, d'amour pour son peuple. Donc, sa mort est un non-événement. Mais regardez comment les Camerounais ont réagi après la mort d'Ahidjo. Est-ce que vous savez pourquoi les Camerounais ont continué leur vie tranquillement? Mais parce qu'ils savaient que c'était un méchant. Il avait beau avoir tenté de construire quelque chose au Cameroun, bâtir ce qu'on a appelé l'embryon de l'État camerounais. C'était un très grand méchant. C'est lui qui, avec le soutien de l'armée française, a poursuivi le génocide. Sur 20 ans. Je vois des Camerounais sans mémoire là qui se lèvent. Au temps d'Ahidjo, c'était mieux. C'est sous son temps là qu'on nous a tué 1 million. 1 million. Ça s'est passé entre 1955 et 1971. C'est-à-dire que la période de la grande criminalité contre le peuple camerounais, la plus longue période de criminalité de masse contre le peuple camerounais, elle a été faite sous Ahidjo. Donc vous vous levez, vous vous promenez sur les réseaux sociaux. Oui, lui, c'était mieux. C'était mieux comment? 1 million de morts. Ahidjo, c'était un non-événement. C'était un non-événement. La seule raison pour laquelle l'État du Cameroun devra éventuellement rapatrier sa dépouille, c'est uniquement pour respecter ce qu'on appelle le principe juridique de la continuité de l'État. La continuité de l'État. Puisqu'il a quand même été nominalement chef de l'État, c'est dans l'honneur de l'État, même quand on a une opinion extrêmement condamnable pour quelqu'un qui a été chef de l'État, de permettre le retour de sa dépouille. Et puis il sera enterré sans bruit. Il sera enterré sans bruit parce qu'il est coupable de l'élimination. Est-ce qu'ils veulent sortir de cette maladie qui consiste à aimer leur bourreau? Ce syndrome de Stockholm. Le simple fait même de se réjouir de la mort de Paul Biya, c'est le signe que notre société est gravement malade. On se réjouit de la mort d'un héros, d'un doyen, quelqu'un qui a vécu pour nous rendre service. On ne se réjouit pas de la mort d'un méchant. Parce qu'en fait, en se réjouissant de la mort du méchant, on lui ressemble. Il a réussi à nous corrompre. Est-ce qu'un être humain normal se réjouit de la mort de son camarade? Un mortel ne se réjouit pas de la mort de son camarade. Il constate. Quelqu'un qui a été méchant, quand il meurt, tu constates qu'il est mort, c'est tout. Et tu avances. Il ne faut pas non plus t'arrêter là pour mentir, comme j'en connais certains. Le jour où, je ne sais pas quand, on dira que Paul Biya est mort, vous avez des gens qui étaient ses opposants qui vont venir dire, malgré tout, c'était un grand homme, parce qu'il est mort. Moi, je ne serai pas dedans. Moi, vous ne me verrez jamais en train de dire que tel était un grand homme. Alors que je sais qu'il ne l'était pas. Si quelqu'un était grand, je dis en quoi? Mais quand je sais qu'il n'est pas grand là, je ne viens pas faire des phrases derrière lui. Mais en même temps, je ne vais pas non plus être là en disant « Oh, enfin, c'est très bien, il est mort. » Mais nous allons tous mourir. Et tout le monde, alors, nos ennemis vont aussi dire « C'est très bien. » Alors, en quoi sommes-nous différents d'eux? En quoi sommes-nous différents des autres? En quoi pourrions-nous incarner une Afrique nouvelle? En quoi pourrions-nous incarner un Cameroun nouveau? Un Cameroun enraciné dans des valeurs de tradition, si la perspective c'est de faire la fête quand on va annoncer qu'il est mort. Ceux qui font la fête quand on annonce qu'il est mort ne sont pas différents de lui, puisque lui, il a fait la fête quand il tuait les Camerounais. Il faut faire autrement. Si on prétend ne pas être d'accord avec lui, il faut faire autrement. Donc, dans la situation actuelle, la grande question qui se pose, c'est celle de la mobilisation du peuple camerounais pour récupérer sa souveraineté. C'est cette question qui se pose. Il nous faut, en tant que peuple, reprendre la main sur l'armée. En tant que peuple, sortir de l'oppression monétaire française. Il nous faut, en tant que peuple, sortir des plans de succession que Paul Biya est en train d'appliquer.
Parce que de facto, Chantal Biya, Ferdinand Gongo, Franck Biya, les généraux obéissant à Franck Biya, à Gongo, à Chantal Biya, ils sont en train de gérer le Cameroun. Vous pensez que qui gère le Cameroun? C'est eux. Et ils sont prêts à entretenir, même au besoin par un coma artificiel, la vie de Paul Biya, c'est parce qu'ils savent qu'à travers lui, ils gouvernent sans responsabilité. Qu'est-ce que c'est bon de gouverner à travers un moribond? Un vieillard, incapacité. Tu es tranquille, tu voles, on dit que c'est lui. Tu tues, on dit que c'est lui. Tu peux poser toutes sortes d'actes. De toute façon, on va mettre ça sur Paul Biya. On dira que toi, tu as seulement exécuté les ordres. Donc, ils sont au beurre. Les héritiers de Biya qui exercent de facto déjà le pouvoir, ils sont au beurre. La meilleure période pour eux, pour voler l'argent du Cameroun, c'est maintenant. Parce qu'ils savent qu'on va mettre ça sur Paul Biya. Quand on va leur demander où est cet argent, on va dire c'est le patron qui avait pris. Il m'avait demandé de prendre pour lui donner. Non, peuple camerounais, s'il vous plaît. Arrêtons de faire honte à notre intelligence. Des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux. On est le continent, on est le continent. Soyons donc continentaux au niveau de l'intelligence. Quittons dans le faux débat sur la mort, la non-mort, le coma de Paul Biya. Laissons-le mourir de sa mort comme il veut, vivre de sa vie comme il veut, mais récupérons notre souveraineté. Voilà l'urgence. Et c'est le message que je voulais adresser aux Camerounais. Donc c'est la grande mobilisation populaire sur tout le sol camerounais qui s'impose. Et elle doit avoir lieu que Paul Biya soit vivant, qu'il soit mort ou qu'il soit comateux. On s'en fout. On ne peut pas suspendre la vie d'une nation à un individu. Alors, quant à messieurs Famin Ndongo, Grégoire Ona, qui sont sortis se sont fendus de communiquer pour menacer les Camerounais, qu'ils sachent qu'ils font ça parce que pour le moment, ils ont des militaires à côté d'eux. Quand les militaires vont courir derrière eux, ils ne vont plus écrire tout ce qu'ils écrivent. Dans le même Yaoundé là, quand les fusils des militaires ne seront plus à côté d'eux, comme j'avais dit à mon professeur Mounon Diana, vous parlez comme ça parce que vous avez les fusils des militaires à côté de vous, mais ils ne sont pas pointés sur vous. Ils sont pointés sur nous autres, le peuple camerounais, que vous braquez. Le jour où les fusils là vont se retourner comme ça, Grégoire Ona, il va fuir, il va venir ici en France s'asseoir. S'il en a le temps, il va courir à rompre ses jambes pour venir en France. Ne les voyez pas parler là. Hein. C'est des poltrons. Et c'est parce qu'ils pensent pouvoir profiter encore, autant que possible, de la longévité exceptionnelle de Paul Biya, qui se fendent de communiquer. Famin Ndongo a dit que lui, il était une créature de Paul Biya. Quelqu'un un être humain, qui dit qu'un autre être humain est son créateur. Vous comprenez qu'ils fendent des communiqués. Et ils menacent les Camerounais. Mais à quoi sert-il de menacer les Camerounais? Plus de 80% d'entre eux sont livrés à la misère. Vous menacez les gens qui sont misérables? Mais les Camerounais s'en foutent complètement. Est-ce que Famin Ndongo sait que les Camerounais se foutent complètement de ce qu'il écrit? Parce que la plupart des Camerounais sortent le matin et se débrouillent pour manger sans Famin Ndongo. Se débrouillent pour vivre sans Famin Ndongo. Donc quand ils pensent ces communiqués, asseyez-vous dans les bars au Cameroun, asseyez-vous dans les quartiers, dans les familles. Les gens disent il a encore bavardé. Ce mouton vaurien. Hein, tout ça, c'est parce qu'il a les militaires à côté de lui. S'il n'avait pas les militaires à côté de lui, il peut écrire ça. Pourtant, le temps arrive où ils n'auront pas les militaires à côté d'eux. Ils n'écriront plus ça. Ils n'écriront plus ça. Donc moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je ne me connecte pas ici pour vous dire ah, j'ai des informations que Paul Biya, moi même si je les ai, je ne vais pas dire. Parce que c'est l'affaire de l'os de mort là. Qu'il soit mort ou il ne soit pas mort, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas dans ce débat. Je veux que le système Biya soit démantelé. Je veux que l'État néocolonial camerounais s'effondre. Voilà. Et je ne travaille qu'à cela. Et tel est le sens du livre que j'ai publié et qui sort dans les prochains jours. Il a été bouclé, il est édité ici, chez Publish Room en France, à Paris, et il sort dans les prochains jours pour un nouveau leadership populaire camerounais. Voilà, moi je travaille à penser la République nouvelle. La République panafricaine du Cameroun, dans ce livre. Ceux qui s'intéressent à mes livres sur le Cameroun ont l'occasion d'en acheter un qui est tout frais. Il a été rédigé pendant l'été 2024. Ce livre-là, que vous allez voir, il va sortir. J'ai déjà montré sa couverture. Je ne suis pas là pour discuter de la mort, la vie d'un vieillard. S'il meurt, il a vécu trop longtemps. S'il ne meurt pas, c'est son problème. S'il fait le coma, c'est aussi son problème. Parce que quand les Camerounais ne meurent pas au fond de leur coma, lui, il s'en fout.
Voilà quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à Genève, dans une ville propre, et qui a une capitale qui est l'une des plus grosses merdes de toute l'Afrique centrale. Vous inquiétez de quoi? Il est mort, il n'est pas mort, c'est pas ça le problème. Est-ce qu'on est libre? Non, ça, Djoko, vous aurez le lien. Le livre sera disponible sur Amazon. Publishroom va sortir les liens dans peut-être 48 heures. Vous aurez tous les liens. Vous pourrez vous procurer le bouquin. Il n'y a même pas de problème. Vous aurez la version électronique qui sera disponible, le e-pub du livre. Vous pourrez. Ça, je pense que dans 72 heures. Parce que j'ai reçu la confirmation que tout est prêt et que le livre va être annoncé et publié. Je vais vous donner tous les liens. Bon, ça permettra aussi à ceux qui continuent à penser que je ne m'occupe pas de mon pays natal, de lire, de s'imprégner de mes idées et de voir la différence entre eux et moi. Moi, ce sera mon 4e livre sur le Cameroun. 4e. J'en ai déjà écrit 3. Que la plupart des gens qui se promènent ici pour dire « Et le Cameroun ?» ne connaissent pas. J'en ai écrit 3. Là, c'est le 4e qui sort. Mais j'appelle les Camerounaises et les Camerounais à sortir du débat, du faux débat sur Paul Biya est vivant, Paul Biya est mort ou Paul Biya est dans le coma. Les 3 états de Paul Biya ne nous intéressent pas. Parlons comme le regretté chef de Minta. Ça ne nous intéresse pas. Disons à Famen Dongo, disons à Grégoire Ouona que leurs menaces même ne nous intéressent pas. On s'en fout de leurs menaces. Ce qui nous intéresse, c'est de libérer notre peuple. L'état de santé, de coma ou de mort de Paul Biya n'intéresse plus le peuple camerounais. Parce que cet homme a fini de donner tout le bien et tout le mal dont il était capable. C'est un homme du passé et du passif. De lui, on doit pouvoir dire en langue bambara, Abana Peu Peu. Maintenant, la question c'est, on fait quoi? Que faisons-nous de ce pays qui demeure captif d'une oligarchie néocoloniale, qui demeure captif de la manipulation tribaliste, captif de la corruption? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays? That is the question. Et au lieu de perdre le temps dans des faux débats qui ressemblent au petit seau noir que Paul Biya a donné au chef de Minta pour combattre le Covid, intéressons-nous à la question de la souveraineté. Marchons dans les pas du grand peuple africain du Mali, du grand peuple africain du Burkina Faso, du grand peuple africain du Niger. C'est ce que j'ai démontré dans mon livre, que vous allez lire. Vous avez compris? Voilà. Non, on peut avancer. Je ne sais même pas pourquoi les gens... Je vois les Camerounais, ils sont partis, ils sont allés dedans. Je crois que c'est un sujet à bière. Quand tu discutes de ça, tu peux payer plusieurs bières, on peut te payer plusieurs bières. Chacun raconte sa vie. C'est une manière de fuir la question centrale.